Killer Kills Killers de Danny-Philippe Desgagnés, lu par David Mesley, pour Saga. Jusqu'à leur dernier souffle, les gens ne renoncent ni à leurs amours, ni à leur haine. Des vagues de sentiments passent à mesure que le temps passe. Eiji Yoshikawa, La parfaite lumière. Ce roman est dédié à Robin Desgagnés, celui sans qui jamais, au grand jamais, cet ouvrage n'aurait existé. Prologue. Dans une métropole nord-américaine, église du Bon Berger. Seb Ganser gravit les marches du perron de l'église et s'immobilisa un instant face au portail. Il poussa un soupir, puis il tendit la main vers la poignée de la porte. Ses yeux croisèrent la chevalière glisser dans l'annulaire de sa main droite. La lumière de la lune traversa le rubis enchâssé et révéla un crâne subtilement gravé sous la pierre. Se désintéressant du bijou, Ganser serra la poignée de la porte et tira dessus. Une brise malveillante s'engouffra aussitôt dans l'église. La fraîche rafale fit cligner des yeux la collection de lampions multicolores disposés à peu de distance de l'entrée. Ganser ne leur porta aucune attention. Son esprit était ailleurs. D'un pas rapide, il fonça par le transept, coupa à droite à travers les bancs et se dirigea droit vers les confessionnaux. Une fois dans l'isoloir, de toute son âme, il souhaita entendre coulisser le petit panneau de treillis. Sa prière fut exaucée. Chuchotant à demi, un prêtre le convia à s'exprimer. Ganser prit aussitôt la parole. « Pardonnez-moi, mon père. Je suis un putain de pécheur. » « Nous en sommes tous, mon fils. Il faut simplement garder foi en Dieu. Lui seul peut nous guider dans sa lumière et... M'en veuillez pas, mon père. Mais avec ce que je viens de vivre, avec ce que j'ai vu, je crois même plus que Dieu existe. Vous ne devez pas douter de l'existence de Dieu, mon fils. Dieu est à la base de tout et de tous. Je suis désolé, mon père, mais vous vivez pas dans mon monde. J'ai vu le mal. Le mal dans sa forme la plus pure, la plus épouvantable qui soit. J'ignore totalement pourquoi je vous parle de ça. De toute manière, vous pouvez pas comprendre. » Ganser commença à se redresser. « Non, attendez, mon fils. Si vous êtes venu jusqu'ici, c'est parce que vous saviez pouvoir obtenir du réconfort. Je vous en prie, racontez-moi. » De l'autre côté de l'isoloir, le prêtre entendit soupirer son interlocuteur. « Bon, d'accord, » dit Ganser en se rasseyant. « Je sais pas si ça va m'apporter du réconfort, comme vous dites, mais je dois absolument me confier à quelqu'un. Je sais même pas par quel bout commencer. » « Allez-y simplement par le début, mon fils. »« Par le début, ouais. Le mal, je l'ai vu de près à travers les épreuves que j'ai vécues depuis quelques semaines à peine. » Partie 1. La Convention. Chapitre 1. 2 mois plus tôt, lundi, 8h17 du matin. Saleté de feu rouge. On pourrait pas passer outre pour une fois, Sep, demanda le grand Sykes à son partenaire. Un petit coup de sirène et hop, on contribue plus à la destruction de la couche d'ozone. Dis-moi, Boblon, qu'est-ce qui urge? On se rend à un buffet froid. 1 ou 2 équipes sont déjà sur place à sécuriser le périmètre. Profites-en pour regarder le paysage. Paysage? Mais quel paysage? On est cimenté dans le béton ici, regarde autour, y a quoi de bucolique dans ce décor? M'ennuie de mon Afrique natale, moi. Afrique natale? Rétorqua Ganser en se retournant l'air ébahi. Ça fait 8 générations que vous naissez dans le quartier derrière chez moi. Je parierais que ta queue est en train de blanchir tellement ça fait longtemps que vous vous reproduisez par ici. Tiens, jette un coup d'œil sur ta gauche. Regarde-moi qui se promène par là. Oh, si c'est pas notre ami Troy, il est pas supposé être en retraite fermée, celui-là? Demanda Sykes en tendant la main vers le commutateur de la sirène. Touche pas à ça, fit Ganser en lui tapant sur les doigts. Il est en conditionnel. La semaine dernière, en sortant de la cour, je suis tombé sur son agent de probe. Tu sais, la grosse Philomène. Celle-là, ouais. Bon ben, il paraît qu'il a le droit de se promener où bon lui semble. En tout cas, pour le moment. C'est pas ça qui va rendre les trottoirs plus sûrs, grommela Sykes en suivant Troy des yeux.
Pas de problème si t'as moins de 70 ans et que tu sais te défendre. Allez, sévère, cesse d'alimenter la couche d'ozone et avance, ricana Ganser. Prends à droite à la prochaine, juste après la taverne. On nous attend derrière le dépanneur vietnamien. Un véhicule de patrouille dont les gyrophares tournaient en lançant des flashs syncopés était parqué en travers de la rue et bloquait l'accès d'une ruelle. « Tiens, je crois qu'on y est, » dit Ganser en reniflant. « Putain de crève d'octobre. Bon, gare-toi là, on fera le reste à pied. » Un sergent en uniforme les aperçut et se dirigea aussitôt vers eux. Ganser parla le premier. « Salut Thierry, toi et ton coéquipier êtes la seule équipe sur place ?»« Non, une autre patrouille est arrivée en même temps que nous. Ils sont en train de prendre les déclarations du proprio de l'endroit. On est 2 équipes et personne n'est trop. Quand les curieux vont commencer à débouler, il va même falloir demander du renfort. Tu sais comment c'est. » Ganser acquiesça de la tête en reniflant. « Tu sais si la scène a été piétinée avant notre arrivée ? » « Ça va, on a été chanceux. La grand-mère cherchait son Kleb ce matin. Comme il tardait à revenir après sa giclette matinale, elle est allée voir et... » « C'est ton binôme qui a pris sa déposition ? » ?»« Ça devait, ouais. Mais il comprenait rien à ce que racontait l'aïeul. Il a préféré faire la sécurisation du périmètre et il m'a laissé avec la vieille. Je vous jure que c'était pas facile. Elle parle avec un français aussi approximatif qu'un cornichon à qui on aurait appris la langue des pommes de terre dans un cours accéléré. » Ganser et Sykes échangèrent un bref coup d'œil. « Tu parles la langue des cucurbitacées, toi ?» demanda le grand noir à son partenaire. « Parfaitement, mon concombre. Je suis juste un peu rouillé. Thierry, mon pickle, t'as d'autres comparaisons du genre en réserve ? Laisse tomber la linguistique végétale et suis-nous sur place. » La cour extérieure de l'arrière-boutique était encombrée d'un monticule de boîtes de carton enchâssées les unes dans les autres. De gros sacs poubelles gonflés comme des papillotes cernaient l'amoncellement de cartons à la manière d'un mur fortifié. Au fond de la cour exiguë et sale, une Ford Tempo, vieille de quelques années, reposait sur 3 roues et un bloc de parpaing. Elle évoquait un gruyère en métal emballé dans une chape d'oxyde ferrique. Les 2 inspecteurs soulevèrent le ruban jaune qui délimitait la scène de crime, se faufilèrent par-dessous et s'immobilisèrent un instant. « Ben quoi, Thierry ? Il est où ton buffet froid ?» demanda Sykes en levant les bras en l'air, pointant la Ford au bout du terrain. « Me dis pas que c'est pour le cadavre de cette bagnole qu'on nous a fait venir jusqu'ici. Jette un coup d'œil derrière la ruine rouillée, tu seras pas déçu du voyage, » dit le sergent avec un petit rictus collé aux lèvres. Les 2 hommes s'avancèrent jusqu'à la voiture en prenant soin de ne poser le pied sur aucun indice éventuel. Sykes arriva le premier à l'extrémité gauche du pare-choc arrière. « Merde !»« Oh putain !» ponctua son partenaire. « Mais c'est dégueulasse !» Le corps qui gisait par terre était nu, avait les pieds joints et les bras placés en croix. Son ventre était ouvert du diaphragme jusqu'au pubis. Un long boyau, apparemment une partie de ses intestins, entourait le cou du cadavre. Son assassin avait poussé l'horreur jusqu'à fabriquer un nœud de potence dans un simulacre d'exécution. Le bout qui dépassait du nœud s'étirait d'un bon mètre au-delà de la tête rasée et tatouée de la victime. « Et moi qui pensais qu'on trouverait là qu'un type crevé par overdose ?» dit Ganser en se détournant du cadavre. Des yeux, il fouillait les alentours à la recherche d'une arme ou d'une piste. « T'as vu l'allure du mec ?» fit remarquer Sykes. « Il a autant de svastikas tatoués sur le corps qu'un sapin de Noël nazi a debout la croix gammée. » Jolie comparaison. Tu devrais donner des cours à notre distingué collègue. « Hé Thierry, tu sais si le coroner et les spécialistes en scène de crime arrivent ? Ça devrait pas tarder. » Bon, en attendant, nous on va prendre quelques clichés et filmer la scène. Sykes, mon beau blond, t'as pensé à prendre l'appareil photo avec toi ? Le grand noir exhiba un appareil numérique qu'il tenait du bout des doigts par la courroie. Il le faisait se balancer dans le vide comme se balance un pendu au gibet. Quel humour ! Bon, pendant que tu immortalises notre ami sur Pixel, moi je vais aller piquer une causette à l'intérieur. L'aïeul doit bien y être encore. Ganser marcha en direction du dépanneur. « Tu sais s'il se vend du café quelque part autour ?» demanda Ganser au coéquipier du sergent qui était planté dans l'embrasure de la porte. « Pas la moindre idée, inspecteur. »« Là-dedans, dit-il en pointant la bâtisse du revers du pouce, la seule caféine que vous trouverez est en bouteille de plastique.
Pepsi, ouais, je sais, fit Ganser en reniflant. Comme il posait la main sur la poignée de la porte, il entendit crier son nom. « Détective Ganser, ne partez pas tout de suite, j'arrive !» La voix aux intonations nasillardes était reconnaissable entre mille. Jonathan Anderson, le coroner. Ganser tourna les yeux vers le ciel. Voilà qu'arrive notre humoriste de service. « Détective Ganser, détective Sykes, je m'excuse du retard, vous ne me croiriez jamais si je vous racontais ce qui m'est arrivé ce matin. » « Dis quand même, avec toi on sait jamais, » grimaça Ganser. « Un chat, ouais, un gros chat s'est planqué sous le capot de ma voiture durant la nuit. Les nuits sont plus fraîches ces temps-ci et... » « Et un chat s'est planqué sous le capot, tu viens de le dire, » l'interrompit Ganser. « Viens-en à la conclusion qu'on passe à autre chose. » « Non, c'est pas ce que vous pensez, il s'est pas coincé les pattes dans une courroie. En fait, le chat est une chatte, celle de ma voisine. Elle l'attache toujours à l'extérieur avec une corde. Mais ce matin, cette foutue peste a réussi, j'ignore comment, à se détacher pour aller se réfugier sous le capot, poursuivit Ganser en tournant les yeux au ciel. Écoute, on a un client qui refroidit juste là et... Je vous en prie, laissez-moi terminer. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de la chatte de ta voisine, nous ? Gronda Sykes en s'approchant du coroner. La chatte de ma voisine ? Répéta Anderson pensif. Ça pourrait faire un sketch intéressant. Viens jeter un coup d'œil par ici, tu nous relateras tes fantasmes une autre fois. Ho ho ! S'exclama Anderson en repérant la victime. Excellente mise en scène. C'est aussi ce qu'on se disait, Sepp et moi. Apparemment, c'est pas un suicide. Les pros de la scène de crime sont passés ? Ganser et Sykes hochèrent négativement la tête. J'hésite un peu à planter mon thermomètre là-dedans, mais il faut quand même que je sache vers quelle heure on lui a fait ça. Déjà que les nuits sont fraîches, il faut encore perdre du temps à les attendre. Je voudrais pas qu'on m'accuse encore une fois d'avoir contaminé une scène de crime. Vous les attendez pour bientôt ? Je sais pas, mais si tu enfiles ça, ça va passer. D'une poche, Ganser extirpa une paire de chaussons emballés d'un sac de plastique. Mets ça par-dessus tes chaussures. Je les ai chippés à l'équipe qu'on attend. Comme ça, personne ne pourra te critiquer. Quelques secondes plus tard, les pieds chaussés des pantoufles spéciales et les mains gantées de latex chirurgical, Anderson alla insérer son thermomètre dans le cadavre. « Nous, on te laisse là-dessus, Jonathan », dit Ganser en pointant la porte arrière du dépanneur. « Sykes et moi avons des déclarations à prendre à l'intérieur. T'as pris toutes les photos, Boblon ?» Le grand noir hocha la tête et emboîta le pas à son partenaire. « Une bouteille de caféine gazeuse, ça te dirait ? Si tôt le matin ? Pouah, jamais de la vie. » Chapitre 2. Le commissariat 44 calquait son rythme sur celui d'une ruche. Sonneries de téléphone, cris de prévenus, plaintes et éclats de voix de la part d'avocats intimement préoccupés par le bien-être de leurs clients. Une journée routinière dans un poste de police ordinaire. À leurs bureaux respectifs, un grand noir aux cheveux défrisés et gominés à la manière du défunt James Brown discutait avec son partenaire blanc qui affichait une moue dubitative. « Je crains que ce cas aille directement finir sur la pile truc non résolu », lança Sykes en posant sur son bureau la masse de chemise qu'il venait de sortir d'un classeur. « Avant de l'envoyer aux oubliettes, on lui offre pas le service de base 72 heures ? Ah, mais je lui refuse pas du tout le service de base, moi. Seulement, je doute fort que ce gars soit d'ici. Ses empreintes vont bien nous révéler quelques détails, mais ces 24 dernières heures à la verticale vont être coton à reconstituer. Remarque, un tel déguisement de cahier à colorier nazi, ça passe pas inaperçu. On pourrait toujours faire un petit saut chez les Hispanos ou les Blacks, ces gars raffolent des sushis nazis. Servis sur une base de riz, ricana Sykes. Sérieux, ils étaient peut-être ici pour affaire. Un deal qui a mal tourné. Plein de deals finissent mal. Ganser se gratta le front, indécis. Peut-être, mais finir dans une telle mise en scène. Du plaisir, que du plaisir en définitive, conclut Sykes, en traçant de petites vagues du bout de ses doigts dans ses cheveux gominés. Salut les gars, je vous dérange pas, j'espère. Bonjour, capitaine, répondit Sykes. Je viens de vous entendre vous plaindre. Manqueriez-vous d'enthousiasme par hasard? Bon, pas plus que d'habitude. Toi, Sepp? On est dans la norme, capitaine, dit Ganser en se calant dans sa chaise. On brainstormait entre partenaires.
Ajoutez-moi donc une petite dose de Storm dans votre brain, les gars. Vous avez l'air de 2 fonctionnaires blasés discutant du menu de la cafétéria pour étirer la pause. Avez-vous d'autres enquêtes sur la sellette? Hier, on a bouclé le dossier Sander. Vous savez, la poule dont le mari est mort dans son bain il y a de ça 3 semaines, expliqua Sykes. Son légitime était hyper allergique aux arachides. Elle s'est contentée d'ajouter une part d'huile d'arachide au savon moussant à la lavande posée sur le bord du bain. Ça explique pourquoi on l'a retrouvée boursouflée comme un crapaud ayant fumé 4 paquets de cigarettes. Elle a eu beau pleurer toutes les larmes de son corps et présenter un alibi en titane. Sykes se tourna vers son partenaire. Elle était en visite chez sa sœur à 600 km de là, compléta Ganser. À notre époque, poursuivit le grand noir, les homicides par allergie ont la cote, vous savez. Susurra McIntyre. Et ce cas qui vient de vous tomber entre les pattes, vous pensez arriver à quelque chose dans un délai raisonnable? On va essayer, en tout cas. Bon, c'est cool. Comme c'est pas un client du voisinage, vous me gaspillez pas le prochain trimestre là-dessus, on s'entend? Service de base, 72 heures, pas un cent de plus. Je file, à plus les gars. Tu mélanges les pommes et les oranges, toi, Sepp? T'as remarqué que notre chef adorait amalgamer les notions de temps et d'argent? On se sent vraiment en sécurité dans cette ville. Quelle belle conscience professionnelle. Qu'est-ce que tu dirais qu'on y mette un peu d'une autre? Ouais, Dak. Je donne un coup de sonde. J'ai quelques indices qui ont toujours faim. Je commence du côté des Blacks. Et moi, je passe un coup de fil à Anderson. Quelque chose me dit qu'il doit avoir terminé de dénouer un certain amas d'intestins. Chapitre 3. Le regard de l'homme exprimait une panique viscérale. Il était en sueur, son nez était fracturé et du sang coulait d'une multitude d'escarres sur son visage. Il courait dans un corridor apparemment sans fin. Soudain, il trébucha et s'étendit de tout son long par terre. Comme il se redressait, une paire de bras velus traversèrent le mur sur sa droite. Une main énorme le saisit par l'épaule pour le tirer vers la brèche. L'homme hurla. Un cri aigu comme celui d'une femme. Avec un bruit de voiture percutant un camion, la créature aux bras velus finit d'enfoncer le mur de gypse et émergea en gros plan dans une scène auréolée de poussière. Son visage était celui d'un démon. Le beeper vibra à sa ceinture, Ganser l'attrapa d'un geste vif, il reconnut le numéro sur l'afficheur. « Chérie », chuchota-t-il à l'oreille de sa femme, « je dois y aller, une urgence. Finis le film, t'as le double des clés, je te laisse la voiture. Je rappelle Sykes, il va venir me prendre. » « Sepp, crois-tu qu'un jour on pourrait profiter d'un film au complet sans qu'on vienne nous interrompre ?»« Je t'ai promis que je prendrais ma retraite un jour. Je tiendrai parole, » dit-il en l'embrassant près de l'oreille. Il quitta la salle et fila aux toilettes. 10 minutes plus tard, le chargeur de service se garait devant le cinéma. « Pourquoi tardes-tu toujours autant avant de me rappeler, Sepp? Salut à toi aussi, Beaublon. » Ouais, bon, salut. Mais j'ignore comment tu t'y prends, mais t'es pénible. Chaque fois que je vais au cinéma avec ma femme, tu m'inventes une urgence. Chaque fois que je quitte le cinéma en catastrophe, je m'offre un arrêt pipi aux toilettes. C'est un rituel? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Allez, file qu'on en finisse, dit Ganser. J'ai beau être black, monsieur, je suis pas votre chauffeur, moi. Parodia Sykes en escamotant les airs. Ganser répondit en pointant un index sur le pare-brise. Sykes esquissa un sourire et écrasa l'accélérateur. Le lieu de leur destination était un motel qui répondait en tout point aux normes rigoureuses établies pour décrire un établissement miteux. Un véritable cliché de polar avec un panneau en néon dont la plupart des segments étaient brûlés. Le chiffre 4 clignotait comme un œil papillotant près d'un palmier éteint. 2 véhicules de patrouille étaient garés devant le lieu de passe. À l'intérieur, un policier ergotait avec un tenancier relativement coopératif. « Comme je l'ai expliqué à votre collègue et comme je vais sûrement le répéter à votre supérieur qui arrive derrière vous, » dit le tenancier en donnant un coup de menton dans le vide, « on loue à l'heure ici. Le client a loué pour 3 heures. Comme le délai était expiré depuis 15 minutes et qu'il réapparaissait pas, je suis monté à l'étage lui rappeler que c'est pas la soupe populaire ici. »« Vous avez frappé ?» intervient Sykes en exhibant sa plaque.
Le gars? C'est pas le Ritz ici, mais on cogne quand même pas sur nos clients pour 15 000... À la porte, interrompit Ganser en exhibant sa propre plaque. Vous avez frappé à la porte ou vous êtes entré dans la chambre comme une charge de cavalerie? J'ai frappé avant, j'ai attendu une réponse, dit l'homme en se frottant le menton d'un pouce dubitatif. Après, j'ai ouvert avec mon passe. Mais j'ai touché à rien, je vous le jure, s'exclama-t-il, levant les mains en l'air. Je gagne honnêtement ma vie, je tiens pas à ce qu'on me... Écoute, du con, mon collègue cherche pas à te piéger, il veut juste rattacher le fil des événements. Réponds en faisant semblant d'avoir le quotient d'un rat de laboratoire et tout va tourner comme sur des roulettes, fit-il en lui piquant un clin d'œil. Le regard du tenancier s'assombrit. C'est parce que je suis un black que tu me fais cette tête? S'enquit Sykes en fronçant le regard pour se donner un air intimidant. Non, pas du tout. Les blacks me rapportent autant de fric que les autres. Je fais pas de ségrégation sur la couleur du porte-monnaie, moi, dit-il en tournant le regard vers Ganser qui se mouchait en silence. C'est comme ça que ça s'est passé. J'ai frappé à la porte et j'ai attendu une réponse. Comme j'entendais rien de l'autre côté, j'ai ouvert. Quand j'ai vu... Le tenancier marqua une hésitation. J'ai presque déboulé les 3 escaliers pour faire venir le 911. Quelqu'un d'autre est entré après ce client? S'informa Ganser en fourrant son Kleenex dans une poche. L'homme fit mine de réfléchir une seconde. Il se pencha au-dessus du comptoir et fixa Ganser droit dans les yeux. D'une voix un peu rauque, il rétorqua. « C'est un motel de passe que je gère, monsieur le détective. Le prince Charles ou l'arrière-petit-fils de Jacques l'Éventreur pourrait venir me louer un pieu pour 1 heure que j'en ferai pas de cas. Si ça se trouve, François Ier est passé la semaine dernière et je l'ai pas reconnu. »« Menez-nous à la chambre, » intima Sykes. « Un de vos collègues vous y a précédé. » Interloqués, les 2 détectives s'entre-regardèrent. « Je crois qu'il parle du coroner, » précisa l'agent en uniforme près d'eux. « Des fois, je me dis que j'aurais dû faire des études et choisir un métier comme Cheryl, » dit Ganser en s'élançant dans l'escalier dont les bords de marche étaient rondis par l'usure. Sykes était sur ses talons. « Elle fait quoi encore, ta femme? Ça me rentre jamais dans le crâne, son travail. »« Casting, Beaublon. Elle fait du casting. »« Ah ouais, c'est vrai. Et si jamais tu l'entends dire qu'elle cherche un remplaçant pour cet incapable de Samuel L. Jackson, dis-lui que je le remplace au vol, » ricana le grand noir. « C'est ça, cause toujours. » renifla Ganser en attrapant le bout de la rampe. Redressant la tête, il vit le 3e palier. L'agent qui faisait le pied de grue près de la seule porte ouverte à l'étage leur fit un signe de la main. Ganser et Sykes répondirent d'un geste économe, puis entrèrent. Appuyé au chambranle intérieur, un homme, l'air désinvolte, semblait les attendre. C'est là qu'une odeur leur sauta au nez, un mélange de transpiration et de désespoir amalgamé à une puanteur indéfinissable. « Anderson, qu'est-ce que tu fais là ?» demandèrent en chœur les 2 arrivants. « Moi? Je suis le coroner, il me semble que c'est limpide. Cessez de me fixer comme des morues échouées, les gars, regardez-moi ce spectacle. Attention, on vomit par terre. » Pouah, ça vient de la victime? Plutôt le gars d'en bas. Il ne vous l'a pas dit? Il s'en est pas vanté, non. Pousse-toi qu'on regarde à l'intérieur, nous aussi, intima Sykes. Oh pute! Sepp, viens voir ça! La victime, un homme de race blanche, reposait allongé et nu sur un matelas sans drap. Ses bras, placés le long de son corps, lui donnaient un air faussement décontracté. Sa peau grise contrastait avec le rouge brunâtre du sang partiellement séché qui imbibait le matelas sous lui et sur les murs autour. Ses yeux étaient fermés. Dans les circonstances, cela n'avait rien de naturel. Détail insolite, sur son ventre, on avait posé un napperon de papier. À la vue du napperon, le regard de Ganser dévia vers une potiche en terre cuite. Elle était placée à la gauche du lit. Un curieux bout de ruban était noué autour du col du récipient. Ruban? Mais qu'est-ce que c'est que ça, on dirait? Un tronçon d'intestin, compléta Anderson. Belle mise en scène, n'est-ce pas? Pouah! Qu'est-ce que ça veut dire, cette comédie? Réagit Sykes. Aucune idée, rétorqua Anderson en haussant les épaules. Je suis pas détective, moi. J'ai quand même une devinette pour vous. Ce joli pot de chambre, vous devinez ce qu'il contient? Ganser et Sykes secouèrent la tête.
les organes de la victime. Et si vous soulevez ce pudique petit napperon déposé sur le ventre, vous découvrirez l'écoutille par laquelle le tueur a fait passer le matériel de tuyauterie de de sa victime, en fait. » Un bref instant. Le silence fut total. Anderson y mit fin en claquant sa langue au palais. « Ne m'en tenez pas rigueur, les gars, mais maintenant que vous êtes là, je vais retourner à mon frigo. J'ai plein de boulot en salle d'autopsie. Vous savez, votre cas d'hier, j'ai pas encore fini avec. »« Est-ce qu'il t'a révélé quelque chose à date ?» demanda Ganser. Outre le fait qu'il a été tué entre 6 et 8 heures avant qu'on le découvre, que ses blessures sont post-mortem et qu'on l'a vidé de son sang ailleurs qu'à l'endroit où on l'a découvert, pas grand-chose, non. La méthode est excellente. » À ces mots, Sykes se retourna les yeux écarquillés. « Fais pas cette tête, Sykes. Ce que je veux dire, c'est que, d'après le manuel du parfait psychopathe, il est suggéré de profaner le cadavre ailleurs qu'à l'endroit où on s'en débarrasse. Tu éventrerais un chevreuil sur un stationnement public, toi ? » « Pas con ce qu'il avance là, le petit. »« Je suis pas petit, Sykes. C'est toi qui es trop grand. Me fais pas le jeu de la compensation. »« Peu importe, trancha Ganser. Du moment que tu nous trouves du gras à mettre autour de l'os. Et puis, comme c'est toi qui prospectes dans les débris humains, je peux te demander de rester attentif aux détails ? Si 2 meurtres en 2 jours n'ont rien de surprenant dans cette putain de ville, 2 mises en scène l'une à la suite de l'autre, ça demeure inquiétant. » Se retournant vers le cadavre, il ajouta. « On dirait l'œuvre d'un tueur en série. Pourtant, d'habitude, ces malades préfèrent de loin les femmes et les enfants. Ce sont surtout les pulsions sexuelles qui les animent, ça va te sembler dégoûtant, mais le pro-nazi, tu as vérifié si on l'a agressé sexuellement ?» grimaça Anderson en frissonnant. « J'avais pas pensé à ça. Ça semble invraisemblable, mais toutes les hypothèses sont à vérifier. » Ganser se frotta les yeux et secoua la tête, l'air ennuyé. « Au moins, on n'a pas là une gamine de 17 ans en pièces détachées. »« Ouais, heureusement, » soutint Sykes, « parce que le rigolo d'en bas derrière le comptoir s'en serait pas tiré sans casse. » Chapitre 4. La sonnerie du réveil extirpa brutalement Ganser du sommeil. Comme il ouvrait les yeux, sa femme sortait du dressing. « Te voilà réveillé, mon Loir. »« T'es en beauté ce matin, chérie, » dit Ganser en se frottant les yeux. « Faut bien que je fasse plaisir à mes amants, » dit-elle avec un sourire dans la voix. « Je te l'accorde. Faudrait bien que je fasse moi aussi des efforts vestimentaires. La petite secrétaire de 22 ans avec qui j'entretiens ma liaison depuis l'an dernier me faisait justement remarquer... » Ganser ne put terminer. Cheryl lui lança au visage la paire de chaussettes qui traînait sur la commode. Ganser eut à peine le temps de fermer les yeux. « Et n'en profite pas pour te rendormir, grand escogriffe. Et le film hier soir, il était bon ? Tu aurais détesté, donc il était bien. Mais pourquoi m'accompagnes-tu toujours au cinéma si tu n'aimes pas ça ? C'est parce que je t'aime toi que j'y vais. Autrement, on n'arrive pas à se voir. »« C'est pas vrai, ça. Tous les soirs, je me blottis contre toi, » dit Cheryl en s'approchant du lit pour l'embrasser sur le front. « Ne traîne pas trop, il est déjà 6h30. Tu es capable de replonger. Je t'aime, Sepp, » ajouta-t-elle avec ce sourire craquant qu'elle ne déployait que pour lui. « Autant que tes amants ? » ?»« Autant que tu aimes ta pin-up de 22 ans, » répliqua Cheryl en filant. Le système de drainage fonctionnait à plein régime. Plusieurs des réservoirs de décantation de l'usine d'eau avaient été vidés. Il ne restait que quelques piscines ici et là. Le bassin dans lequel flottait le corps était, lui, presque vide. Une petite foule uniquement constituée de policiers se tenait debout en bordure du bassin et observait la scène. Le ronronnement du système de drainage cessa. C'est à ce moment qu'arrivèrent Ganser et Sykes. Le premier à emprunter l'échelle et descendre dans le bassin fut Sykes. Vêtu d'un gilet de sauvetage jaune, le cadavre reposait sur le ventre. Une bosse dans la poche arrière de son jean laissait deviner une masse compacte. Sykes enfila un gant de chirurgien et retira l'objet. « Regarde-moi ça, Sepp » fit le grand noir en exhibant un portefeuille de cuir détrempé. « Ça va nous changer de pas avoir à nous démener pour mettre un nom sur une carcasse refroidie. » Ce fut Anderson qui répondit. « Vous n'avez qu'à lire mes rapports et vous verrez que les autres aussi ont une identité.
Dites les gars, suis-je le seul dans tout le département à être noyé sous les dossiers ? Sykes leva la tête et fixa le coroner debout au sommet du bassin. Il les observait. « Ma foi, quel jeu de mots, noyé sous les dossiers. Dis-moi, petit, es-tu le seul coroner disponible dans cette ville ? Et vous, seriez-vous les 2 seuls flics disponibles ? Toi et tes blagues manquées, la ferme et descends nous rejoindre, l'invita Ganser. Y a pas trop d'eau ? Dis, c'est qui de nous 2 qui sort d'un rhume ? Hé, Sepp, un drôle de noyé, tu trouves pas ? Fit remarquer Sykes. T'as déjà vu ça, toi ? Un suicide par noyade avec un gilet de sauvetage sur le dos ? Si vous voulez mon avis, trancha Anderson en posant le pied sur le sol humide du bassin, c'est justement parce qu'on voulait le voir flotter qu'on lui a mis ça sur le corps. Tu veux dire ? S'enquit Ganser. D'abord que ce n'est pas un suicide, ça, vous l'avez deviné. Et ensuite parce que son assassin tenait à ce qu'on le retrouve le plus rapidement possible. Serais-tu en train de me dire que ce coco n'est qu'une autre des victimes du profanateur ? Celui qui nous a offert 2 macabres en autant de jours ? Grommela Sykes. C'est une théorie, pas une hypothèse. As-tu remarqué ce foulard fuchsia autour de son cou ? Je vais te dire, moi, ce qui s'est passé. On a là un foutu pédé, probablement sous, qui, pour épater la galerie ou parce qu'il avait fait un pari stupide, est entré ici par effraction pour faire trempette. Il a pris une lampée de trop de flotte et voilà le résultat, gronda Sykes. Serais-tu homophobe ? Je suis pas homophobe. Je tire des conclusions. Dans ce cas, monsieur Conclusion, explique-moi pourquoi le disque dur du système de surveillance a été piraté. Explique-moi aussi comment il se fait que le technicien de nuit s'est réveillé ce matin avec une migraine du diable, une bosse pas possible au sommet du crâne et du sang plein le visage. Autrement, pas d'effraction, pas de témoin. Pendant que vous ronfliez, je travaillais, moi, les gars. Il se la serait faite comment, cette bosse ? Poursuivit Sykes. Il aurait reçu un coup de fil lui intimant d'aller jeter un coup d'œil sur le stationnement, soi-disant que des jeunes étaient en train de crever les pneus de sa voiture. À peine posait-il le pied dehors qu'il se faisait recevoir avec ce qu'on pourrait appeler un objet contendant. « Tu veux que je te file ma plaque, Anderson ?» demanda Sykes. « Dis-moi, Jonathan, » intervint Ganser, « tu t'y prends comment pour arriver aussi vite sur la scène d'un crime ? 9 fois sur 10, t'es sur place avant nous. » Un voile passa devant le regard du légiste. « En fait, j'ai rien d'autre à faire. Mon métier, c'est ma vie. Ça peut vous sembler fou, mais ce travail me comble. » Sykes lâcha soudain un petit cri de victoire. « Bingo ! J'ai le permis de conduire du gars. Il s'appelle Wilson. Benjamin Wilson. » S'étant déjà penché au-dessus du cadavre, Anderson leur dit « Venez voir ça, les gars. Ici, à la base de la nuque, touchez. C'est mou. La base du crâne est fracturée. Ce mec a pris un sale coup par derrière, » expliqua le légiste en se redressant. « Il devait être mort avant d'avoir touché l'eau. Je suis certain que... » « Bon, d'accord, » l'interrompit Ganser. « Nous, on va s'occuper de faire un peu d'archéologie dans le passé de Monsieur Wilson. On va peut-être trouver des trucs intéressants. » Sur ce, Sykes ouvrit son appareil photo et immortalisa la scène sous un maximum d'angles. Puis, il circula autour du cadavre avec la fonction vidéo. La lumière ambiante faisait son affaire. Ensuite, il fit signe à l'équipe spéciale qui patientait en bordure du bassin de descendre les rejoindre. « Vous me l'emballez avec son gilet !» précisa Anderson au gars de son service. Les 2 détectives se reculèrent et suivirent Anderson des yeux. Ils supervisaient le travail de l'équipe avec la nervosité et l'impatience d'un enfant qui entre pour la première fois dans un Toys R Us. « C'est vrai qu'on dirait qu'il n'a pas de vie sociale, ce gars », glissa Sykes dans l'oreille de son collègue. « Hé, Jonathan !» cria Ganser. « N'oublie pas que le portefeuille est relié à nous par un élastique. » Sans se retourner, Anderson leva un pouce en l'air. « Non, pas de vie sociale, Beaublon, je le crains. C'est pas comme nous, hein ?»« Oh non !» rétorqua Sykes, sarcastique. « Nous, on a une vie sociale enrichissante. Avant de quitter ce soir, n'oublie pas de me dire dans quel cinéma je devrais passer te prendre lors de la prochaine urgence. » Chapitre 5. Ganser était à son bureau et planchait sur le rapport des événements du noyé de l'usine. Il hésitait sur le crayon.
Ce fameux participe passé accordé avec avoir, jamais il n'arrivait à se rappeler si c'était avant ou après le verbe qu'il exigeait l'accord en genre et en nombre. Oh, et puis tant pis, les secrétaires me corrigeront. Comme il allait relancer le stylo, quelqu'un lui tapa sur l'épaule. « Sep, » dit Sykes, « je crois que j'ai trouvé quelque chose. »« Quoi donc ?»« Tu connais l'expression « copycat » ? Ouais, un singeur, un imitateur. Où veux-tu en venir avec ça ? Notre premier merle, le cahier à colorier pro-nazi qu'on a retrouvé avec ses intestins entortillés autour du cou en simulacre de pendaison, c'est un gars du Sud. » Sud. Le Sud, là où sévit le Ku Klux Klan. L'endroit où certains illuminés pendent encore quelques fumées une fois ou deux par année. Des fumées dans ton genre, risqua Genser avec un sourire en coin. Juste le même bronzage, pas dans mon genre. En fait, là où je veux en venir, c'est que je viens de terminer une petite recherche dans le réseau. Il tendit une douzaine de feuilles à son partenaire. Vive le VICAP! Voilà ce que ça donne. Notre ex-nazi, avec son curriculum criminel long comme le bras, n'a pas été très difficile à identifier. Il vient du Missouri, de Jefferson City. Notre bon vieux Missouri où sévit justement l'African Queen Killer. 11 meurtres, toujours perpétrés selon un même schéma, en un peu plus de 6 ans. Notre troisième victime... T'en oublies pas une entre les deux ? Non, j'y reviens, écoute ça avant. Le gars qu'on a retrouvé noyé, il vient d'Albany. Albany, ça te dit rien ça ? À part le fait que mon frère vit pas tellement loin de là, je pourrais pas te dire. L'Albany Drowner, le noyeur de ces dames. Cette ville possède elle aussi son psychopathe de service. Au cours des 7 dernières années, 19 jeunes femmes ont été retrouvées mortes, noyées, toutes dans des circonstances inexplicables. Tu trouves pas la coïncidence étonnante ? Écoute le meilleur, elles ont toutes été retrouvées les poumons pleins d'eau avec un foulard de couleur fuchsia noué autour du cou. Oups, ça élimine la piste du PD, ça ? On en reparlera. Et pour revenir à celui dont on a retrouvé les pièces détachées dans la jarre à biscuits, Wilson, le troisième, il est d'où ? Du fief du préleveur d'organes. New York. L'un des 10 serial killers les plus actifs du pays. Drôle de coïncidence s'il en est, tu trouves pas ? Genser s'empara machinalement des feuilles sur son bureau. Il les regarda un instant sans les voir et les reposa devant lui. « S'il te vient une explication, donne-la moi. Laisse-moi réfléchir. Et d'habitude, les victimes de ces tueurs sont toujours des femmes. Je me trompe ?» Sykes secoua la tête de gauche à droite. « Si on est tombé sur un imitateur, explique-moi son jeu. Quand on imite jusqu'au bout. Putain, Sep, le tueur utilise l'exact modus operandi de ses congénères, mais il se trompe de sexe. Il y a un non-sens. » Peut-être que ce tueur inspiré est homosexuel. T'as rien trouvé sur Internet qui pourrait nous aiguiller un peu ? Niet, fit Sykes en se tirant une chaise pour s'y laisser tomber. On navigue vraiment sur une page blanche. Je suis comme toi, j'ai de la difficulté à imaginer un simple concours de circonstances. Y a pas grand hasard là-dedans. Genser se leva brutalement comme propulsé par un ressort. Que dirais-tu d'aller faire une petite bavette avec notre ami Anderson ? Je te laisse t'occuper de ça, je vais passer quelques coups de fil. Prendre le pouls à la source, c'est plus fiable. Un employé de la morgue vint à la rencontre de Genser. Ce dernier exhiba aussitôt sa plaque et sa carte d'identité. « Vous savez si le docteur Anderson travaille aujourd'hui ?» L'employé se permit un sourire. « Si on parle du même Anderson, dites plutôt dans quelle salle vit-il ? Il se trouve dans la 8. Prenez l'escalier au bout du couloir, c'est à l'étage au-dessus. » Genser frappa à la porte et entra sans attendre l'autorisation. Penché au-dessus d'un corps allongé sur la table d'autopsie, le légiste était en plein travail. Genser le vit prélever un organe et le déposer sur une balance électronique à sa droite. Foie, 1,32 kg. Sa couleur indique une cirrhose avancée. « Hé, Jonathan !»« Détective Genser !» s'exclama le légiste en se retournant. « Enfin, vous voilà. J'ai passé un coup de fil à votre bureau il y a quelques minutes à peine. On vous a fait passer le message ? » Pas du tout, j'étais en chemin pour te rendre une visite de courtoisie professionnelle. Vous saviez où me trouver ? Je suis détective, je sais tout. Excellente cette réplique, je vais la noter, elle pourra me servir dans un sketch un jour. Peut-être même en fin de semaine, murmura-t-il l'air pensif. Et ce gars ? Demanda Genser en s'étirant le cou pour voir par-dessus l'épaule du légiste. C'est un de mes clients ? Celui-là ? Non, dit-il en balayant l'air d'une main.
C'est un clochard fringué à la Dickens qu'on a retrouvé entre 2 immeubles avant-hier. Alcoolo professionnel. L'American Dream ne s'est pas réalisé pour lui. Mais je pense pas que son sort vous préoccupe. Par lequel des vôtres vous voulez qu'on commence ? Les miens, t'es drôle. Les 3. Suivez-moi, fit Anderson en retirant ses gants de latex pour les jeter dans un panier prévu à cet effet. Genser lui emboîta le pas. Vous savez, détective, dit Anderson en s'installant derrière son bureau. 3 cas du genre en autant de jours, on peut pas dire que c'est commun. Êtes-vous parvenu à établir un lien entre eux ? Pas de certitude, mais on planche là-dessus. On n'a que des concordances nous portant à croire qu'on a peut-être affaire à un tueur en série. Un cinglé qui se plairait à imiter d'autres tueurs profilés dans d'autres États. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que non seulement il copie un modus operandi, mais il augmente la difficulté en s'en prenant à des victimes originaires de la même ville. Que l'assassin qu'il désire imiter ? L'interrompit Anderson. Mais comment s'y prend-il pour dénicher ses proies ? C'est la raison de ma visite. Notre tueur travaillerait-il dans un aéroport, dans une gare ? Serait-il pilote, chauffeur d'autobus ? À moins qu'il n'attire ses victimes en stop ? Ou bien il est fonctionnaire dans un quelconque ministère où il a accès à tous les renseignements personnels imaginables ? J'en sais rien. C'est juste un énorme casse-tête. Anderson tira sur un tiroir à sa gauche et en sortit 3 classeurs qu'il déposa sur le bureau devant lui. « Ce sont tes conclusions ? Je préférais que tu me les résumes. Je me plongerai dans les détails un peu plus tard. »« Comme vous voulez, » fit Anderson en se grattant une joue. « Dans les 3 cas, la profanation est post-mortem. La première victime a été tuée d'un violent coup derrière la tête. Le crâne a éclaté comme un melon congelé. La façon dont le sang a coagulé suggère qu'on a déplacé le corps en 2 fois. La première, juste avant la mort, probablement pour le trimballer dans un véhicule, et la seconde lorsqu'on l'a déplacé du dit véhicule pour le jeter à l'endroit où on l'a trouvé. » « Heure du décès ? » ?»« Aux alentours de minuit. » Concernant la deuxième, pour celle-là, j'ai ma petite idée. Je me contenterai de lire tes conclusions plus tard. Dis-moi plutôt ce que tu penses du cas Wilson. Je te dirais qu'il s'y est acharné pas mal. La trachée artère a été écrasée avec un objet très lourd et les vertèbres cervicales égrenées avec un outil que je suis incapable d'identifier pour le moment. La nuque, comme je te l'ai fait remarquer là-bas, était fracturée, mais le meilleur est à venir. Il y avait des traces d'urée dans les poumons. Comme si on l'avait noyé dans une cuvette de toilette dont on n'aurait pas tiré la chasse ? Qui vous l'a dit ? Genser prit un air pensif. L'Albany Drowner. Presque une victime tous les 4 mois depuis 7 ans. Hein ? Vous êtes certain de ce que vous me dites, là ? Ça n'a pas de sens, c'est du délire, du cinéma. J'en connais un bout sur le cinéma, pensa Genser en embarquant dans sa voiture. Par contre, je connais pas beaucoup de scénaristes assez barjots pour écrire une pareille histoire. Chapitre 6. Genser alla tirer sur sa chaise pour s'asseoir quand Sykes, qui était au téléphone à son bureau, plaça une main sur le combiné et lui dit sur un ton à demi chuchoté « McIntyre te cherche. »« Oui, pourriez-vous répéter, s'il vous plaît ?» Tout en reprenant sa conversation au téléphone, Sykes fit un geste désinvolte de la main. Genser haussa les épaules et posa son attaché-case par terre. Il n'eut pas à frapper à la porte du bureau de son supérieur. L'ayant vu venir, ce dernier lui fit simplement signe d'entrer. Il n'était pas seul. Une femme, la quarantaine, cheveux châtains, yeux verts avec un visage aux traits fins et agréables, vêtu d'un tailleur anthracite, et un homme, en complet sombre et au regard incisif, se levèrent comme il entrait. « Salut, Sepp, viens t'asseoir » dit McIntyre sur un ton légèrement empoulé. « Je te présente le docteur Hélène Lafont et John Deaver, secrétaire personnel du gouverneur Finn. »« Finn » répéta Genser sur un ton interrogatif. « C'est pas cette tête qu'on voit placardée un peu partout ces temps-ci ?»« Nous sommes en période préélectorale, détective Genser. Les primaires démarrent bientôt, » expliqua Deaver en lui tendant la main. Genser l'accepta ainsi que celle de Lafont. Bien qu'elle ne fût pas très grande, cette dernière avait une poigne aussi ferme que celle du secrétaire. « Heureux de vous rencontrer, » dit-il avec un sourire figé. « Pas autant que moi, détective Genser, » déclara Lafont. « Prends une chaise, Sepp, » enchaîna McIntyre, toujours aussi mielleux. « Si ça vous fait rien, patron, je préfère rester debout, j'ai du travail qui... » « Prenez quelques minutes avec nous, détective Genser, renchérit le secrétaire.
Bien qu'il parlât doucement, le ton qu'il utilisait ne laissait guère de place à l'interprétation. C'était un ordre. Genser réfléchit une seconde, puis se tira une chaise. « Si vous dites que ce sera pas long. » Le secrétaire poursuivit. « Je vous remercie, détective Genser. »« Vous permettez, capitaine McIntyre ?» McIntyre acquiesça d'un coup de menton. « Le docteur Lafont sera votre nouvelle partenaire pour les semaines à venir. » Genser eut un mouvement de recul involontaire. « Ne faites pas cette tête, c'est temporaire. » « Je m'excuse de vous interrompre, mais j'ai déjà un partenaire, » dit Genser en implorant son supérieur du regard. « Nous bossons ensemble depuis assez longtemps et je vois pas en quoi je serais utile à au docteur Lafont. Sykes et moi... » « Monsieur Sykes poursuivra l'enquête en cours s'il le désire, mais sans vous, détective Genser, » précisa Deaver. « Je ne voudrais pas que vous preniez cette intervention de notre part pour de l'ingérence politique. »« C'est quoi si c'est pas de l'ingérence politique ?» s'exclama Genser en grimaçant une expression désabusée. « Monsieur Genser, » reprit le secrétaire, « évitons les voies de garage, voulez-vous ? Cela ne servirait personne, surtout pas la population. Permettez-moi de m'expliquer avant de vous faire une idée biaisée de la situation. Vous et votre collègue Sykes êtes d'excellents enquêteurs. Vous formez une équipe du tonnerre, personne ne met cela en doute. Le seul problème, c'est que là, dans l'enquête en cours, vous n'affrontez ni des revendeurs de drogue ni la petite mafia locale. Détective Genser, vous êtes au cœur d'une affaire de meurtre en série. Généralement, ce sont les fédéraux qui traitent les cas semblables. Dans ce cas, pourquoi venez-vous me bousculer ? Sepp, s'il te plaît, t'emballe pas, intima McIntyre. Monsieur Genser, intervint Hélène Lafont en posant sa main sur l'avant-bras de Deaver. Si vous me permettez, je vais vous faire un aveu, dit-elle en baissant le ton. La responsable de ce chambardement, c'est moi. Je vois pas en quoi vous n'êtes même pas flic. Je suis psychologue judiciaire, précisa-t-elle, et je suis consultante pour le ministère de la Justice. Exceptionnellement, c'est à moi qu'on a confié les rênes de cette enquête. C'est moi qui ai exigé de ne pas faire équipe avec les fédéraux. N'imaginez pas à tort que je sous-estime ces gens, vous feriez là une grossière erreur. Dans leur sphère, les profilers sont des gens terriblement efficaces. Mais vous connaissez les concepts de yin et de yang, détective Genser, biaisa brusquement Lafont. Tout positif a son négatif. Genser opina de la tête. C'est un peu leur problème. Leur efficacité, yin, se traduit par un opposé, yang, qu'on pourrait traduire par carence. Les profilers obéissent presque à des rituels. Ils travaillent à partir d'idées préconçues qui, en certaines circonstances, donnent d'excellents résultats. Mais pas cette fois. Et pourquoi pas cette fois ? Acceptez-vous de vous joindre à moi ? Je veux résoudre cette affaire et foutre au trou ce taré d'imitateur qu'on a sur les bras, simplement. Hélène Lafont esquissa un sourire. Les petites ridules qui gravitaient autour de ses yeux s'amenuisèrent presque aussitôt. Ce petit sourire, même précaire, éclaira son visage. Elle possédait une beauté non conventionnelle, quelque chose d'animal et d'indompté émanait d'elle. Un regard aussi redoutable qu'une arme à feu, pensa Genser. Permettez-moi de vous corriger, détective. Vous partez sur des prémices erronées. L'assassin que vous recherchez n'est pas un imitateur. Se tournant vers McIntyre, Genser se permit un éclat de rire un peu forcé. « Et c'est avec elle que vous imaginez que je vais boucler cette affaire, patron ?» dit-il en pointant la psychologue d'un index accusateur. Faisant fi du cynisme de Genser, Lafont renchérit. « Détective Genser, nous n'affrontons pas un simple imitateur. Celui à qui nous avons affaire est un serial killer qui traque et assassine d'autres serial killers. Si vous estimez être le seul qui a raison et si vous vous confortez dans cette attitude négative et bornée, retournez donc à la circulation. Là au moins vous serez utile à quelque chose. » Chapitre 7. En arrivant à son bureau, Genser balança un coup de pied sur sa chaise. Il la rattrapa de justesse avant qu'elle ne cogne au sol. Sykes enfonça sa tête dans les épaules pour dissimuler son sourire. « Sykes !» gronda Genser en fusillant son coéquipier du regard. « Fais-moi une recherche sur cette cinglée qui occupe le bureau de» Le visage du grand noir s'épanouit. « C'est déjà fait, Sepp. »
Cette femme est réellement ce qu'elle dit être, une psychologue. À plusieurs reprises, elle a œuvré comme consultante judiciaire, je sais, ça aussi elle me l'a précisé. Mais quoi encore? Je suis bon, mais j'ai tout de même des limites. Quand tu es arrivé tout à l'heure, j'étais au téléphone, je discutais avec un gars qu'on connaît au FBI. Il a déjà bossé avec elle. Cette femme est une sommité dans la branche des meurtriers en série. Pourquoi n'ai jamais entendu parler d'elle dans ce cas? T'as déjà enquêté sur des meurtres semblables, toi? Ouais, bon, grommela Genser. Et quoi d'autre? Tu es bien assis? Lafont a perdu ses 2 parents aux mains d'un serial killer très célèbre. Le Pumpkin Killer. Le cinglé qui tranchait les têtes de ses victimes et qui les remplaçait par des citrouilles? Tu vois, même toi t'as déjà entendu parler de ce tueur. Elle était enfant quand c'est arrivé, mais paraîtrait qu'elle a été témoin de certaines choses. Elle n'a jamais pu fournir de description de l'assassin. Un traumatisme. Elle ne se souvenait pas de grand-chose, expliqua Sykes en se tapotant le front. Elle n'a pas perdu l'esprit pour autant, elle a plutôt choisi de vouer sa vie à l'étude de ce type de folie. Et elle est souverainement douée pour soulever des lièvres, paraît-il. Pourquoi ne porte-t-elle ni pétard ni plaque? Je suis pas dans sa jupe, moi. Tu lui poseras toi-même la question. Les filles et les gros pétards, ça va pas toujours ensemble. Sykes lança un coup d'œil furtif en direction du bureau du capitaine, il plaça une main devant sa bouche et chuchota. En plus, elle est pas si mal. Détaille-la bien comme il faut parce que tu la reverras plus jamais d'aussi près. Que veux-tu dire? Que c'est moi qui suis désigné pour travailler avec ce truc à talons hauts. Devrais-je préparer une plainte en déontologie pour ségrégationnisme racial? Déclara Sykes en exhibant 2 larges rangées de dents blanches. Quand tu apprendras ces théories, tu vas te torcher avec ta plainte, crois-moi. Raconte. Elle est cinglée. Boucle ta ceinture pour ne pas tomber en bas de ta chaise. Selon elle, les 3 magnifiques cas qu'on a sur les bras ne sont pas d'innocentes victimes, mais 3 serial killers assassinés par un homologue. Hein? Elle se prescrit des pilules et elle consomme sans modération? Et j'ai pas fini. Elle affirme posséder la preuve de ce qu'elle avance. Et efface-moi ce sourire idiot que tu as sur le visage. Si elle voyait briller ses dents, elle te prendrait pour un tueur carnassier. Tu crois qu'elle me laisserait choisir mon nom de baptême? Chut! Tais-toi, prends un air sérieux. Le capitaine vient d'ouvrir la porte. Si elle nous entend ou si elle regarde par ici, elle va croire qu'on se fout d'elle. C'est pas le cas. Genser fronça les sourcils d'un air rébarbatif. Sykes, venez me voir, s'il vous plaît, intima McIntyre en apparaissant dans l'embrasure de la porte. Et vous, détective Genser, si vous voulez bien rassembler vos affaires personnelles, votre nouvelle partenaire compte sur vous, dit-il en faisant un pas de côté pour laisser sortir Lafont qui marcha dans sa direction. On s'en reparle plus tard, Boblon. Je préférais mon bureau. Regimba Genser en faisant des yeux le tour de la pièce. Votre bureau n'est pas très loin, détective, rétorqua Lafont. Un étage plus bas et 2 portes plus à gauche. En plus du calme, vous avez ici tout ce qui peut vous être utile pour travailler, et même plus. PC personnel avec accès Internet, et ceci, dit Lafont en lui présentant un téléphone portable. Un rigolophone? Sauf votre respect, docteur Lafont, Hélène. Sauf votre respect, docteur Hélène Lafont, je préfère vous dire tout de suite que ce suppositoire électronique ne viendra pas cancériser mes cellules cérébrales. Disposez-en comme il vous plaît, mais oubliez l'idée de voir pendre ce truc à ma ceinture. D'abord, je préférais que vous m'appeliez Hélène, ou Lafont aussi. Lafont sera parfait, moi c'est Genser. J'ai pas honte de mes origines germaniques. Le détective, c'est bon qu'au cinéma. Et j'en connais un bout là-dessus, marmonna-t-il en levant les yeux au plafond. Écoutez, Genser, riposta sèchement la psychologue. Vous et moi n'avons pas à être amis, ni même à coucher ensemble pour faire avancer les choses. Un simple ion de bonne volonté de votre part suffira. Je voudrais que vous sachiez que je comprends très bien que vous n'appréciez pas la tournure des événements. L'ingérence politique, ça fait plaisir à personne. Je vais faire un deal avec vous. 3 semaines. Juste 3 semaines de votre temps. Si durant ce délai rien de bon ne sort de notre association, dès le 22e jour, je vous débarrasse de ma personne. Vous ne me reverrez plus d'ici la fin de votre carrière. Genser fit mine de réfléchir une seconde. Il hocha de la tête. J'apprécie votre franchise, Lafont. À mon tour d'être direct. J'ai horreur des politicailleries et je ne tolère pas les ordres, particulièrement s'ils viennent d'une femme? De la part d'une personne qui ne porte pas de pétard. Un pétard comme celui-ci? Rétorqua Lafont sur un ton narquois.
De derrière son dos, elle extirpa un revolver à canon court. Ce jouet, un 38 spécial, avec munition à réservoir de mercure. Si l'impact de la balle ne tue pas, le mercure fera le travail. Vous êtes folle ou quoi? Après l'assassinat de mes parents, je me suis tatoué une arme au corps. D'abord, un couteau de cuisine effilé. Et, dès que j'en ai eu l'âge, je me suis procuré ça, dit-elle en regardant l'arme. Et avant que vous n'émettiez les doutes de circonstance, on va mettre la pendule à l'heure. Je sais m'en servir. Et comment suis-je censé savoir que vos parents se sont fait assassiner? Vous ne discutiez pas avec Sykes tout à l'heure? C'est mon partenaire, on discute toujours ensemble. Lafont rangea son arme et plissa le front avec une moue dubitative. Je vous ai demandé 3 semaines, Genser. 21 putains de journées au cours desquelles vous ferez semblant de pas me prendre pour une imbécile sur la base de votre sacro-saint machisme à la con. Ce langage vous plaît? Dit-elle en prenant un air impertinent. Je croyais les érudites ignares du langage de la rue. Après la mort de mes parents, c'est un oncle qui m'a élevé. En fait, je n'en avais qu'un, un homme bien. Il tenait un club de stripteaseuses. Durant mes études, il est tombé malade. J'ai dû prendre une année sabbatique pour lui filer un coup de main. D'après vous, quelle obscénité ferait encore défaut à ma culture? Vous y dansiez des claquettes entre les entr'actes, j'imagine? Barmaid, si vous voulez tout savoir, avec un col roulé. Un cancer du poumon a fini par emporter mon oncle. J'ai vendu mon legs et j'ai poursuivi mes études. On va mettre carte sur table. Si vous pensez réussir à me mater ou à m'offenser avec des commentaires salaces ou des blagues juteuses, je vous suggère de prendre un ticket, à moins que ce soit ce type de langage qui vous allume. Ce sera pas nécessaire, dit un Genser dont les joues tournaient au rouge. Restez vous-même, je vais m'adapter. Partenaire dans ce cas? Demanda-t-elle en lui tendant la main. Pour 3 semaines, pas plus, répondit Genser, acceptant celle-ci. Et puis, tu peux m'appeler Sepp, Hélène. Lafont sourit d'un air entendu. Comme tu veux, Sepp. Contournant son partenaire, Lafont s'installa derrière le bureau qu'elle s'était attribué. Elle ouvrit un tiroir et en extirpa un épais classeur qu'elle posa sur l'espace de travail de Genser. Voici le dossier complet de la scène de crime dont je t'ai parlé tout à l'heure. Je le lirai plus tard. Donne-moi plutôt les grandes lignes. Je veux pas t'influencer, je préférais que... Hélène, si j'étais capable d'écouter le résumé d'un dossier sans m'imaginer entendre la parole de Dieu, je serais pas flic, je serais prêtre. À ta guise. On a découvert ce cadavre il y a 4 jours. Pardon? L'interrompit Genser. 4 jours? Un meurtre précéderait notre premier cas, un meurtre avec une mise en scène? Tu commences à comprendre. Dans un appartement inoccupé de la 42e avenue. L'odeur a contraint les voisins à appeler la police. Ils marinaient depuis longtemps? La veille, probablement. Mais le chauffage était allumé à fond. La chaleur a accéléré le processus de décomposition. De toute évidence, l'assassin tenait à ce qu'on le trouve rapidement. Je vois. Décris-moi la mise en scène. La victime, un homme, était empalé sur un pieu. En fait, le tueur a utilisé une batte de baseball taillée en pointe et enchâssée sur une base vissée au plancher, en plein centre du salon, face à la porte-fenêtre. Et tu vas m'annoncer que ce rituel répond à celui d'un tueur en activité quelque part aux alentours, genre l'empaleur de mes deux? Je vais plutôt te dire qu'un nouveau monstre partageant la même déviance que le premier a initié ce dernier à sa propre médecine. Devinant Genser peu enclin à ouvrir la chemise, Lafont le fit elle-même. Sur le bureau, elle étala 2 types de photos, des polaroïdes d'un côté et des photocopies de l'autre. Posant une main sur la seconde pile, elle expliqua. Ces photos sont tirées des dossiers informatiques personnels de la victime. Ce sont ses trophées, ses fétiches, ceux de l'empaleur de l'Ohio. Leur présence sur la scène du crime nous permet de supposer que les 2 hommes se connaissaient bien. Sur la première série, ce sont les exploits de l'empaleur. Sur l'autre série, les polaroïdes, c'est une autre histoire. Selon moi, à ce moment-là, ils ne devaient plus être amis. Regarde-les bien, ça te permettra de remonter le fil de l'histoire et de comprendre. Mais je t'avertis, tu as intérêt à avoir le cœur bien accroché. Genser observa sans toucher.
Tu peux les prendre sans danger, les empreintes ont été relevées. De toute manière, il n'y avait que celle de la victime dessus. » « Le type de papier utilisé vous a mené quelque part ?» demanda Sepp en chaussant de minuscules lunettes de lecture. Il s'empara d'une première photo. « Du banal, du papier photographique pour imprimante à jet d'encre, comme on en trouve partout dans toutes les grandes surfaces. Ça ne mène nulle part. » Genser se concentra sur le visage qui occupait en gros plan le premier rectangle couleur. Le magnifique visage d'une jeune femme d'une vingtaine d'années figée dans la mort. L'horreur véritable commençait sur la photo suivante, une scène épouvantable. Genser y voyait la jeune victime enfoncée par le milieu du dos sur un pieu dont la pointe ressortait par le plexus solaire. Son corps dessinait un arc quasi gracieux au milieu du pal. Ses talons et le bout de ses doigts effleuraient le sol. Ses yeux fixaient l'objectif. Son regard exprimait la terreur et une douleur incommensurable. Genser déposa ce cliché et passa au suivant. Il les examina lentement l'un après l'autre. L'horreur progressait de manière insoutenable. Image par image, Genser assistait au viol le plus abominable qui soit. Un fou à la cervelle gangrénée assouvissait sans restriction ses fantasmes démentiels. Sur chacune des photos, il voyait sourire le monstre qui fixait l'objectif et souriait aux anges. Genser sentit la nausée monter en lui. Il laissa tomber la dernière photo et ferma un instant les yeux. Il se cherchait un vieux souvenir, n'importe lequel, n'importe quoi qui empêcherait ces ignominies d'adhérer à sa mémoire. Lafond émit un faible raclement de gorge. Regarde ces polaroïdes maintenant. Ça n'adoucit en rien les horreurs qu'a fait subir ce monstre à cette fille, mais ça console de savoir qu'il a pu goûter à sa propre médecine. Genser lança un regard torve à Lafond. « Vous avez de ces réflexions, docteur ?» Il se concentra sur les photos et ajouta. « On l'a agressé sexuellement ? L'autopsie le confirme. C'est vraiment nécessaire que je regarde ça ? Peut-être que ça protégera des autres horreurs ? Si tu le dis. Et vous avez récupéré des traces d'ADN ? Oui. » Genser passa rapidement les polaroïdes en revue. L'assassin du monstre n'y apparaissait évidemment pas. Mais l'expression sur le visage de l'empaleur valait à elle seule ce voyeurisme. De toute évidence, il était confus. Il semblait chercher à comprendre ce qui lui arrivait. Ses hurlements silencieux, la sueur et les larmes sur son visage déposaient un baume sur le cœur de Genser. Il ouvrit la main et laissa tomber les carrés glacés. Levant les yeux vers Lafond, il s'enquit. « Qu'est-ce que l'ADN a donné ?» « Des résultats assez inattendus. Son propre sperme. » Genser parut se raidir. Un frisson lui parcourut l'échine. « Vous expliquez ça comment ?» Son assassin l'a sodomisée avec une seringue conçue pour l'insémination du bétail. Elle n'apparaît pas sur ses photos, mais on l'a trouvée par terre sur les lieux du crime. Tu liras le rapport d'autopsie. Son agresseur n'y a pas été de main morte. Sa violence est particulièrement révélatrice. Expérience désagréable s'il en est. Mais le sperme, le tueur, il se l'est procuré comment ? Pour le moment, c'est un mystère. Et avec ces empreintes, je veux dire, celle de l'empaleur, vous êtes arrivé quelque part ? On avait mieux. On avait son portefeuille. L'assassin l'avait déposé bien en vue sur ses vêtements. On ne pouvait pas avoir un message plus clair. Je tue des tueurs, attrapez-moi pour voir. Lafond parut tout à coup fragile. Elle ferma les yeux et inspira profondément. Une équipe de pros a rapidement remonté jusqu'à son domicile. Une petite maison en banlieue du Cincinnati. Sa femme n'y comprend toujours rien. Sa femme ? Il avait une femme. Et 2 enfants. Et un ordinateur personnel qui débordait à craquer d'images de ce type-là, fit Lafond en pointant la pile de photos. Au total, 22 victimes. Ce gars tuait en moyenne tous les 6 à 8 mois. On le pistait depuis une quinzaine d'années. Le visage de Genser devint exsangue. Il voulut déglutir, mais sa gorge était trop sèche. Il ouvrit la bouche pour parler, il n'en émana qu'un croassement. Il se reprit. « Et l'autre folle, sa légitime, ne me dis pas qu'elle n'a jamais eu de soupçon. Ça pourrait être ton voisin. Tu ne le soupçonnerais pas. Ils sont comme ça, ces monstres. Leur esprit est hermétiquement compartimenté. Lorsqu'ils jouent au citoyen normal, ils sont tout à fait normaux. Mais lorsqu'ils quittent la normalité par l'écoutille, c'est un monstre qui sort au bout. C'est ainsi qu'il fonctionne. Je m'excuse de ne pas t'avoir prise au sérieux, Hélène. Je suis qu'un imbécile imbu,
Tu n'es pas un imbécile, Sepp. Ces choses dépassent l'entendement humain. Tes réactions négatives face à mes théories n'ont rien d'exceptionnel. En fait, c'est quasiment un réflexe d'autodéfense. Cette pourriture qu'on a retrouvée empalée sur un pieu est une aberration parmi tant d'autres. Mais celui qui a fait ça, celui qui l'a démasqué et qui l'a expédié à la morgue avec 3 de ses homologues, celui-là, il me terrifie. Chapitre 8. Le 414. Une simple adresse civique tenant lieu de raison sociale, à l'intersection de la 64e rue et du boulevard Jones. Une adresse qui dissimulait un coquet petit restaurant français, 3 ou 4 serveurs, une douzaine de tables et un service 5 étoiles. Ce qu'il fallait pour faire de Ganser un accro de cet établissement. Cheryl était déjà installée à une table tout au fond de la salle. En le voyant entrer, elle lui fit un signe de la main. Ganser la rejoignit. « Bonjour, chérie », lui dit-il en se penchant pour l'embrasser. « Qu'est-ce que tu bois ?»« Je ne saurais te dire. Une nouvelle recette à base de jus de fruits et de je ne sais plus quel alcool. Une création de Robert », expliqua Cheryl en décochant un sourire au serveur. « C'est bon ?»« Sucré. » Ganser grimaça, leva la main et fit un signe à l'intention de Robert qui hocha la tête et versa un Jack Daniel sec. Il le lui apporta prestement. « Dure journée, Sepp ?» Ganser trempa les lèvres dans son verre. Il prit le temps de déguster les yeux fermés avant de répondre. « Déstabilisante, je te dirais. Mon partenaire et moi, on est séparés. »« Oh !» s'exclama Cheryl. « Vous n'êtes pas en instance de divorce tous les deux, j'espère ?» lança-t-elle à la blague. « Non, c'est temporaire et ça n'a rien de volontaire. Tout au plus 3 semaines. En tout cas, c'est ce qui est convenu, » dit Ganser en s'éclaircissant la gorge. « Le pire, c'est qu'on me contraint à travailler avec une femme. Une psy. T'imagines ?» Cheryl contint un petit sourire et tira sur la paille plantée dans son verre. « Non, » dit-elle avec emphase. « Ne me dis pas que le grand Sepp Ganser est contraint de faire équipe avec une femme. Une intellectuelle de surcroît. Ce serait indiscret de me la décrire un peu ? 45, 47 ans. Elle ne les fait pas. Pas très grande, châtain. Une bouche sensuelle à la Susan Day. Plutôt jolie. Toi qui as toujours aimé Susan Day, dit Cheryl en mimant une pointe de jalousie, ça ne devrait pas te donner de problème. Pour tout dire, avoua Sepp en touchant sa main par-dessus la table, elle m'a pas plus l'air d'une écorchée que d'une intello. Je ne lui ai pas posé la question, mais je suis persuadé qu'elle n'a jamais été mariée et qu'elle n'a pas d'enfant. Nous non plus, nous n'en avons pas, se rembrunit sa femme. Nous, c'est pas la même chose, chérie. C'est pas un choix, c'est le mauvais sort qui s'acharne sur nous, dit-il en posant sa main sur celle de sa femme. Hélène Lafont est une femme d'une trempe à part. Elle me fait penser à Anderson. Le boulot et rien d'autre. Je devrais peut-être les présenter l'un à l'autre. Qui sait, Anderson est un peu plus jeune, mais Lafont est plutôt bien conservé. Te voilà entremetteur maintenant. Hé, pas du tout. Qu'est-ce qui te vaut cette promotion ? Le regard de Ganser s'assombrit. Il pinça les lèvres en une grimace que sa femme reconnut immédiatement. Une moue de contrariété. En quelques phrases concises, Ganser raconta les chambardements qu'il avait vécus au cours de la journée. Il donna aussi les grandes lignes du passé de Lafont. « Je vois », dit Cheryl une fois que Ganser eut terminé. « Pauvre femme. Quelle vie. J'espère seulement qu'elle s'imaginera pas voir des tueurs en série à tous les coins de rue. Parfois les vieilles bibites jouent des tours là-dessous, fit-il en se tapotant la tempe. D'un autre côté, je me dis qu'elle doit être compétente, sinon je vois pas comment elle aurait pu réussir à convaincre le gouverneur Finn de lui confier l'enquête. À moins qu'elle ne soit qu'une intrigante dévorée par l'ambition, prête à tout pour se faire une place au soleil. Ça, je pense pas. Je suis pas psy, mais depuis le temps que je fais ce métier, j'ai appris à jauger la nature humaine. De toute manière, bien qu'elle ait du charme, elle n'a plus les 20 ans et les 90 C indispensables pour faire tourner les têtes des bouffons de la caste politique, fit Ganser en prenant une gorgée de son verre. Cheryl rit de bon cœur et demanda. « Et ton beau blond, il prend ça comment ?» On ne lui a pas retiré l'enquête, on l'a simplement privé de son partenaire. Sykes va continuer de fouiner de son côté. On reste en contact. Mais bon, assez parlé de mon boulot. Dis-moi plutôt ce que t'as envie de manger ce soir. Et donne-moi les grandes lignes du film que nous allons voir après, dit Ganser en ouvrant le menu. Ne fouille pas pour rien là-dedans, ce sera des fruits de mer ce soir, j'ai passé la commande avant que tu arrives. Parfois on parle et... Le film de ce soir, ce sera pour le travail ou le divertissement ? Divertissement, dit Cheryl en faisant un signe de tête au serveur.
Peut-être arriverai-je à te retenir jusqu'à la fin cette fois, qu'en penses-tu ? Prenant le temps de porter son verre à ses lèvres, Seb prit une nouvelle gorgée et laissa poindre un petit sourire énigmatique. Chapitre 9. Avec une dextérité toute hollywoodienne, Bruce Willis maniait un énorme automatique avec lequel il perçait des trous sanglants dans tous les méchants qui avaient le malheur d'entrer dans l'axe de la caméra. Heureusement, avant que ne s'éteignent les lumières de la salle de cinéma, Genser débranchait invariablement la notion de la logique. Ça n'améliorait pas les scénarios, ça les rendait moins indigestes. Évidemment, à l'instant exact où Bruce mettait son poing sur la gueule du chef des malfrats, le beeper à sa ceinture se mit à vibrer. Retenant un juron, Genser comprima la main de sa femme qu'il tenait dans la sienne. Cheryl ressentit sa contrariété. Se penchant vers lui, elle lui souffla à l'oreille. « Va vérifier ce qu'il veut. Si c'est important, vas-y. Sinon, envoie-le promener, d'accord ?»« Dac, chérie. » Genser quitta son siège et remonta l'allée en grommelant de gros mots dans sa tête. Comme à son habitude, il fit un arrêt aux toilettes. Tandis qu'il se lavait les mains, un homme vint l'imiter. Genser se tourna pour passer ses mains sous le séchoir. L'homme s'approcha de lui. « Ce ne sera pas long, mes mains sont presque sèches. »« Prenez tout votre temps, monsieur Genser, » rétorqua l'homme sur un ton léger. Étonné d'être ainsi interpellé par un inconnu, Genser se retourna et dévisagea l'homme. Entre 35 et 40 ans, environ 1m70 et 3 d'épaules, cheveux courts, barbe bien faite. Aucune concordance avec son trombinoscope cérébral. « Ne cherchez pas, nous ne nous sommes jamais rencontrés. »« T'es qui, si c'est pas trop demandé ?» rétorqua sèchement Genser. « Aucune importance. Vous devriez éteindre ce petit machin à votre ceinture, » dit l'homme en regardant le beeper. « Ça devient agaçant de l'entendre vibrer. » Genser eut le réflexe de lancer une main vers un pan de sa veste. « Tss, pas très subtil, ça, monsieur Genser, » dit l'homme, pince sans rire. « Si votre arme quitte votre holster et que vous me menacez avec, votre femme est morte. Regardez. » L'homme brandit un téléphone et plaça l'écran à hauteur des yeux du détective. L'image était sombre, mais la photo apparaissant à l'écran était explicite. On y voyait l'écran de cinéma avec 2 silhouettes interférant devant, Cheryl et lui-même. Un trou béant parut s'ouvrir sous ses pieds. Genser mit une main en bordure du comptoir lavabo. « Tu veux quoi ?» Mettant la main sur son beeper, il l'éteignit. « C'est un appel d'urgence, » expliqua-t-il. « Si je ne retourne pas l'appel, mes collègues vont débarquer ici comme les G.I. Joe. » L'homme laissa échapper un petit rire sec. « C'est moi qui vous ai fait ce numéro. Et maintenant, si ça ne vous fait rien, je préférerais qu'on sorte d'ici rapidement. Ça m'éviterait d'avoir à égorger un témoin gênant, s'il s'en présentait un avec une envie de pisser. » Une lueur insolite brilla au fond des yeux de l'homme. Genser sentit son sang se glacer dans ses veines. Cet homme ne bluffait pas. Il était préférable d'attendre qu'une opportunité se présente à lui. On fait quoi dans ce cas ? On sort d'ici et on quitte le cinéma comme de vieilles connaissances. Vous ne perdrez pas votre temps, c'est promis, dit-il en faisant un pas de côté pour inviter Genser à passer devant. En sortant des toilettes, ils croisèrent 2 adolescents qui se bousculaient en riant. Genser les remarqua à peine. Son esprit tournait à toute vitesse. Cet homme qui marchait un pas derrière lui, que lui voulait-il ? Il devait bien s'être croisé quelque part. Comme il franchissait les portes automatiques, une Mercedes noire vint se garer devant l'entrée du multiplex. Le chauffeur, sapé comme un chanteur de hip-hop, portait un pull à la capuche relevée. Il quitta le volant et passa à l'arrière en gardant la tête basse. « C'est moi qui conduis. Asseyez-vous à ma droite, monsieur. »« Lâche ton cirque, » s'écria Genser. « Si je sais pas où on va, je vais nulle part. » Pour toute réponse, l'homme brandit à nouveau son portable. Du doigt, il pointa un mot mis en mémoire. Ce mot était une commande abrégée pour joindre son complice. Genser le comprit d'emblée. Il pouvait lire « égorgement ». La menace était sans équivoque. Se désintéressant de lui, l'homme fit le tour du véhicule et alla s'installer derrière le volant. Le regard scintillant de rage, Genser ouvrit la portière côté passager, puis se glissa à l'intérieur. Ses épaules lui eurent à peine le temps de toucher le dossier. Un bras puissant passa devant lui et immobilisa sa nuque contre l'appui-tête. Le chauffeur se tourna aussitôt vers lui et lui appliqua sur son visage un tampon dans lequel il venait de verser un liquide à l'odeur caractéristique. Genser ne put retenir indéfiniment sa respiration.
Avant que ses yeux ne se révulsent, une dernière pensée se forma dans son esprit. Chloroforme. Chapitre 10. Genser eut un haut le cœur. Une remontée acide lui brûla la gorge. Il tint le cou, ne vomit pas. Quelqu'un lui passa un linge humide et froid sur le visage et le posa sur son avant-bras. Belle initiative. Il rouvrit les yeux et leva la tête. La pièce était sombre, puait le moisi et des ombres menaçantes l'encerclaient. On l'avait calé dans un vieux fauteuil inconfortable. Aucun lien ne l'entravait. Cela l'étonnait. Un gémissement jaillit sur sa gauche. Il tourna la tête. Bien qu'il fût dans la pénombre, il reconnut la couleur de cheveux de la femme installée près de lui. « Hélène, t'es là, toi aussi ? Tu vas bien ? » Une migraine pas possible et une putain d'envie de vomir. Autrement, ça va, oui. « Je suis sincèrement ravi que vous ayez survécu tous les deux, » prononça une voix que Genser reconnut d'emblée, l'homme du cinéma. « N'hésitez pas à vous servir du linge humide, cela fait du bien. » Genser ne répondit pas. Faisant mine de rien, l'homme se recula d'un pas et enchaîna. « Mon collègue ne jauge pas toujours bien ses doses d'anesthésiant. » Il grimaça une moue mi-sérieuse, mi-amusée. « C'est pas pour rien qu'il perd des patients à l'occasion, mais bon. » Genser se secoua la tête puis songea à son arme. Il la sentait toujours sous son aisselle. Il n'était pas rassuré pour autant. « Vous voyez, nous ne vous avons même pas dévêtu, monsieur Genser. Il y a un message derrière ça ?» L'homme poussa un petit gloussement et dit « Il ne vous serait d'aucun secours. »« Zetki, que nous voulez-vous » La réponse tarda à venir, un temps que Genser utilisa pour analyser les sons ambiants. Il devinait plusieurs respirations autour d'eux. Il ne voyait personne. Les présences étaient malgré tout palpables. Une sensation pour le moins angoissante. À mesure que ses yeux s'adaptaient à la pénombre, il définissait la silhouette de son kidnappeur. Seulement son kidnappeur. « Mon nom ne vous dirait rien. Mon surnom, peut-être. On verra ça plus tard. Vous, Madame Lafont, vous vous sentez mieux ? Je fais avec. Vous voulez quoi ? J'adore les femmes de tête. Vous savez, vous avez causé nombre de préjudices à notre organisation, docteur Lafont. » De par le ton utilisé, la psychologue subodorait un paradoxal mélange de mépris et d'admiration. « Vous m'en voyez ravi. Et vous opérez dans quel domaine ? » « Dans l'industrie des fantasmes, de la mort et des fantasmes, » lui répondit l'homme le plus sérieusement du monde. Lafont resta coite et avala de travers. « T'es le cinglé qui a éliminé les autres cinglés ?» tiqua Genser. « Tue ces cochons !» grinça une voix désincarnée dans la pénombre. « Tue-les !»« On n'ira nulle part avec eux !» ajouta une deuxième voix. « Laisse-moi m'en occuper !» Un déclic résonna dans la noirceur moite de la pièce. Genser et Lafont identifièrent d'emblée l'origine du bruit. Un cran d'arrêt. Le kidnappeur fit un geste autoritaire de la main. Plus personne ne bougea. Se penchant vers les otages, il dit « Si qui que ce soit dans mon équipe avait quelque chose à voir avec ces meurtres, croyez-moi sur parole, nous ne nous les gèlerions pas dans ce trou humide, à tailler une bavette ensemble. La réalité est tellement plus complexe. » dit-il en se redressant. « Comme je vous disais, mon nom n'évoquera rien pour vous. Mon surnom, cependant, Overkill. » Une bouffée d'adrénaline monta en Lafont. Overkill, le surtueur, une bête abjecte. Pendant presque 5 ans, en tant que consultante pour le FBI, elle avait participé à sa traque, sans succès. Sa cruelle et inhumaine réputation le précédait. Ce monstre suffisant avait poussé l'arrogance jusqu'à lui faire parvenir un immonde présent. « Vous ne portez pas le bijou que je vous ai offert il y a quelques années ?» Se tournant vers Genser, il expliqua. « Un splendide collier de perles, détective Genser, entièrement monté à la main. Beaucoup de travail, vous savez. Et je n'ai utilisé que des yeux verts, comme les siens. » Genser se glaça jusqu'à la moelle. Il eut l'impression qu'une pince en acier chirurgical farfouillait dans son ventre. Des rires gras grincèrent derrière eux. Genser craignit que ses sphincters se relâchassent. Il serra les fesses. « Je vois que vous me prenez au sérieux maintenant, » sourit Overkill. « Je vous sens mûr pour recevoir quelques confidences. Ensuite, je vous libérerai. Vous aurez la nuit pour réfléchir à la proposition que je désire vous offrir.
Mon débit n'est pas trop rapide, ça va ?» Pas de réponse. « Vous savez, j'adore discuter avec des gens dans votre genre. Vous êtes alerte, une denrée rare en cette époque perturbée. » dit Overkill en ponctuant sa phrase de son petit rire sec. « Mais bon, j'ai beau vous aimer bien, ce n'est pas une raison pour traîner en longueur. Je vais donc aller droit au but. Si je vous ai convoqué ici ce soir... »« Convoqué ?» l'interrompit Genser. « Détective !» rabroua Overkill en le pointant du doigt comme le ferait un maître d'école. « Je vous prierai de ne pas m'interrompre. » Je disais, je vous ai convoqué ici ce soir pour vous inculquer une meilleure perception de ce que nous sommes. Comme si cela ne suffisait pas que les corps policiers de la planète n'aient de cesse de nous déshumaniser en nous qualifiant de serial killers, il y a également les journalistes de ce monde qui causent leur part de mal en nous faisant mauvaise presse. Vous savez, nous sommes des gens comme vous, fit-il en dodelinant de la tête. On gagne notre vie, on paye des impôts, on se fixe des objectifs et on caresse des espoirs. Je vous accorde qu'on n'est pas toujours, comment dirais-je, il se gratta derrière la nuque, compatible avec le reste du troupeau. Mais nous sommes quand même des êtres humains, comme vous, comme elle, dit-il en se tournant vers Lafont. Et on travaille tellement fort pour améliorer les choses, vous ne pouvez pas imaginer. Lafont s'empara du linge humide posé sur le bras du fauteuil et se le passa sur le visage sans jamais quitter Overkill du coin de l'œil. Ce sentiment d'expulsion sociétale est très problématique, vous savez. C'est pourquoi, un jour, nous avons créé un centre d'entraide. De fil en aiguille, cela a évolué. C'est finalement devenu une confrérie. Ne vous emballez pas, personne ne nous trouve dans les pages jaunes sous la rubrique « Tueur anonyme ». Comme s'il venait de faire une bonne blague, Overkill rejeta la tête en arrière et poussa son petit rire sec qui résonna dans l'air moite. En fait, vous n'avez pas idée à quel point il est difficile d'assumer une telle nature. Je vous donne un cas de figure. Imaginez-vous, monsieur Genser, à votre âge, entretenant une relation torride avec une jeune collègue de travail. Comment géreriez-vous cette situation s'il vous était impossible de pouvoir vous confier à quelqu'un ? On a tous besoin d'une oreille indulgente, vous le savez comme moi. Aussi compréhensive soit-elle, je doute fort que votre légitime vous prêterait cette oreille. J'ai pas ce genre de problème. Nous sommes dans l'absolu, monsieur Genser, ce n'est pas de la rhétorique, grimaça Overkill en tournant les yeux au plafond. Détendez-vous un peu, bon sang, il est où votre sens de l'humour ? De toute façon, vous voyez où je veux en venir. Par définition, pour être savouré à sa juste valeur, un fantasme doit être partagé. Mettez-vous à notre place un instant, où trouve-t-on une oreille empathique ? Passez un appel au 911. Je connais des confrères qui seraient heureux de tout prendre en note pour aller déposer ça en 3 exemplaires sur le bureau d'un procureur. « Laisse-moi tuer ce cochon !» gronda quelqu'un derrière. Overkill leva une main. « J'aime bien quand vous faites ça relax, monsieur Genser. » Méfiez-vous tout de même, j'ai des confrères susceptibles. Vous me comprenez, j'espère. Genser déglutit tout en esquissant un sourire factice. La confrérie a été le premier jalon. Grâce à elle, les mentalités ont rapidement évolué. La confiance s'est établie, ce qui a finalement ouvert la voie à la convention. Nous l'écrivons graphiquement avec un K. C'est plus évocateur. La convention ? Bafouilla Lafont. Overkill affichait un sourire à donner la chair de poule. « N'ayez crainte, je ne vous embrouillerai pas l'esprit avec des détails qui ne vous regardent pas. » expliqua-t-il en gesticulant des mains. « On va se limiter à l'essentiel. Cette convention a lieu 1 fois tous les 5 ans, toujours en Amérique du Nord et jamais 2 fois dans le même patelin. Cette année, bande de vénards, devinez laquelle est la ville hôtesse ? Et vous désirez nous engager comme conférenciers parce que nous en sommes l'hôte cette année ? Ne tournons pas inutilement autour du pot, mais j'accepte la présidence d'honneur. » Le sourire d'Overkill s'effaça. « Cette convention dure 5 jours, monsieur Genser. Pour notre sécurité à tous, une règle stricte l'encadre. Tous les membres participants se doivent d'observer une trêve. Dans un rayon de 300 km autour de la ville hôtesse, aucun fantasme n'est permis. Cette règle s'applique pour la semaine qui précède et pour celle qui suit l'événement. Malheureusement... » Overkill se mordit à la lèvre en prenant un air songeur. « Malheureusement, un renégat sévit parmi nous. »« Vous n'êtes pas en train de me dire que vous me suspectez, j'espère » darda Genser. Overkill poussa un éclat de rire. D'autres rires, dissimulés dans l'ombre, s'unirent à son excès d'hilarité. «
Ceux-ci s'éteignirent comme Overkill tendait le cou vers ses otages. Tout en secouant la tête, il leur confia. « Si je vous disais que je vous ai fait venir jusqu'ici pour solliciter votre aide, vous me répondriez quoi ?» Genser brandit une main au doigt écarté devant lui. « Choisissez-vous un doigt, le plus long de préférence, et… » Lafond posa une main sur l'avant-bras de Genser. Ce dernier s'interrompit. « Nous avons besoin de vous », enchaîna Overkill en faisant mine de ne pas remarquer la réaction de Lafond. « Dès que la convention sera commencée, vous aurez 5 jours, le temps que dure celle-ci pour démasquer le traître. Sinon, s'enquit Genser, Overkill plaça à son tour ses mains aux doigts écartés à hauteur des 2 visages. En énumérant des noms, il abaissa les doigts un à la fois. Sinon, on tuera votre femme, Cheryl, votre frère, Mathias, avec sa femme, Jenny, et vos 2 neveux. On tuera votre sœur, Caroline, et son petit ami, Jake. On tuera aussi votre père, Bastien. Votre mère, Elisabeth, sans oublier Max. Pauvre toutou. Overkill regarda ses mains. Oh, j'ai plus de doigts. Et vous, Hélène, comme vous n'avez aucune parenté à mettre à notre disposition, on palliera avec de l'imagination. Il me reste du fin fil d'or. Je lancerai une nouvelle collection d'automne de perles rares. Genser tenta de se lever. Une paire de mains lui écrasa les épaules. Il cria en postillonnant. « Saleté de fils de pute !» Fils de pute sociopathe. Et n'oubliez pas, ce qui se passe en famille reste en famille. La moindre indiscrétion se conclura par l'élimination de votre confident. Et aussi par celle de sa descendance. Vous saisissez ? On dit que la nuit porte conseil. Demain, j'entrerai en contact avec vous. Overkill pivota sur les talons et fit un geste désinvolte de la main. L'odeur caractéristique du chloroforme satura à nouveau l'air. Genser s'insurgea. « Merde, vous allez pas !» Des linges imbibés d'anesthésiant furent aussitôt appliqués sur le visage de Genser et de Lafond. Rapidement, la résistance cessa. Chapitre 11. Cheryl ouvrit les yeux au moment où son réveil matin lançait la musique. Sans se retourner d'un geste réflexe, elle tâta sur sa droite afin de toucher le corps de Sepp. Personne. Elle se redressa dans le lit et constata que l'oreiller voisin ne portait nulle empreinte de tête. Enfilant un peignoir, elle sortit de la chambre. « Sepp, mais que fais-tu sur le sofa ?» s'enquit-elle en entrant dans le salon. « Veux-tu bien me dire ce que tu fais là, tout habillé en plus ?» À demi groggy, Genser ouvrit les yeux, s'ébouriffa la chevelure et se gratta la nuque. « Je suis où là ?» Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.